2 ans après la destitution du président Mohamed Morsi, l'Égypte reste en proie à des attentats meurtriers pendant que les autorités mènent une répression sanglante contre toute opposition. Au Nigeria, la vague d'attaques depuis mercredi soir a fait près de 170 morts. Le président Muhammadu Buhari a condamné ce vendredi ces dernières attaques qu'il qualifie d'inhumaines et de barbares. Les dirigeants des pays de la communauté est-africaine tenteront une nouvelle fois lundi de dénouer la crise politique burundaise. Ils se retrouveront pour la 3e fois à Dar es Salaam en Tanzanie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur Sika. En Tunisie, cela fait exactement une semaine qu'a été perpétré l'attentat contre un hôtel dans la cité balnéaire de Sousse. Et pour rendre hommage aux 38 victimes tuées au cours du drame, une minute de silence a été observée ce vendredi en présence du Premier ministre tunisien Habib Essid. Voici les images. Dépôt de gerbes de fleurs suivi d'une minute de silence pour rendre hommage aux victimes du carnage. L'hommage s'est déroulé à l'heure exacte où s'était produit le drame la semaine dernière. L'attaque de l'hôtel de Sousse avait fait 36 blessés et 38 morts, dont 30 d'origine britannique. En mémoire de ses ressortissants, l'ambassade britannique a elle aussi pris part à la cérémonie. Une partie des dépouilles des victimes britanniques a déjà été rapatriée vers la Grande-Bretagne. L'attaque avait été perpétrée par un étudiant tunisien de 23 ans qui a ouvert le feu sur des touristes dans un hôtel au bord de la mer, au sud de Tunis. Après plusieurs jours d'investigation, le ministère de l'Intérieur tunisien avait annoncé que 8 personnes en lien direct avec l'attentat avaient été appréhendées. Précisons que cet attentat est le plus sanglant que la Tunisie ait jamais connu dans son histoire récente. En Égypte, 2 ans après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, le pays reste en proie à des attentats meurtriers perpétrés par des djihadistes. Les autorités de leur côté poursuivent une répression sanglante contre toute opposition, faisant des centaines de morts. Les détails. Les événements de la semaine parlent d'eux-mêmes. Lundi, le procureur général Hicham Barakat était assassiné au Caire dans un spectaculaire attentat à la bombe et 2 jours plus tard, des combattants se réclamant du groupe État islamique lançaient une série d'attaques coordonnées contre plusieurs positions de l'armée dans la péninsule du Sinaï, faisant des dizaines de morts. Le plus peuplé des pays arabes connaît une vague d'attentats sans précédent depuis que l'ex-chef de l'armée et actuel président Abdel Fattah al-Sisi a destitué Mohamed Morsi le 3 juillet 2013 à l'issue de manifestations monstres contre son unique année tumultueuse au pouvoir. Ce terrorisme se répand partout en Égypte. Le peuple doit être conscient et agir en conséquence. Le peuple doit surveiller et alerter les autorités en cas de danger. Dans les mois qui ont suivi l'éviction de Morsi, policiers et soldats ont tué plus de 1400 personnes, en majorité des manifestants islamistes, dont plus de 700 en quelques heures, dans la dispersion de 2 sit-ins pro-Morsi. Des dizaines de milliers ont été emprisonnés, tandis que des centaines ont été condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs. Mohamed Morsi lui-même et plusieurs dirigeants de sa confrérie des frères musulmans ont été condamnés à la peine capitale. Disant agir en représailles à cette répression, les mouvements djihadistes ont tué des centaines de policiers et de soldats, posant un sérieux défi au président Sisi, dont l'objectif premier est de rétablir la sécurité et de relancer une économie à genoux. Le gouvernement vise un ambitieux taux de croissance de 7%, alors que le secteur vital du tourisme a souffert de l'instabilité politique. En 2014, seuls 9,9 millions de touristes ont visité l'Égypte, contre près de 15 millions en 2010. Les négociations libyennes ont repris hier au Maroc sous le parrainage de l'ONU, et ce malgré l'absence de la délégation des autorités de Tripoli réticentes à signer la dernière proposition d'accord prévoyant notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale et la tenue de nouvelles élections. Reportage.
Dimanche, les deux parlements rivaux libyens avaient eu pour la première fois des pourparlers directs à Skhirat et après des mois de tractation, Bernardino Léon avait affiché lundi son optimisme, affichant que les deux délégations retournées dans leur pays pourront consulter leurs parlements respectifs et retourneront au Maroc jeudi pour poursuivre les négociations, ce qui fut fait. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Bernardino Léon, a tenu jeudi donc une réunion avec les participants présents dans une ambiance optimiste en l'absence de la délégation du Parlement de Tripoli. Nous espérons que les prochains jours, il y aura un climat dans le pays qui va permettre ce dialogue. Et également, nous appelons, ou le parti appelle à la communauté internationale, aux pays voisins, aux Nations Unies, à appuyer ces efforts pour la paix. Le Parlement installé à Tripoli, le Congrès général national, avait affirmé mercredi qu'il prendrait une semaine supplémentaire pour examiner cette quatrième mouture d'accord qui, selon lui, ne garantit pas les amendements fondamentaux qu'il avait demandés. Les critiques à Tripoli sont également venues de Far Libya, une coalition de milices qui contrôle la capitale libyenne depuis près d'1 an. Selon elle, l'accord trahit le sang des martyrs versés pour la libération de la Libye et la préservation de sa souveraineté. De son côté, le Parlement de Tobrouk, présent à la table des négociations au Maroc, avait dit mercredi qu'il était prêt en principe à signer la proposition d'accord. L'invitation est ouverte à nos frères à rejoindre ce consensus politique. On souhaite que leurs décisions dans les jours qui viennent soient positives et conformes à l'esprit qui règne dans la société libyenne et va envers un accord loin de la guerre et des disparités qui prennent leurs responsabilités devant le peuple libyen. En proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye compte 2 parlements et 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir, l'un basé à Tripoli et l'autre à Tobrouk, ce dernier étant le seul reconnu par la communauté internationale. Les 2 soldats des forces spéciales françaises soupçonnés d'attouchement sur 2 petites filles au Burkina Faso ont été placés en garde à vue hier, sitôt après leur retour en France. Plus de précisions à travers ce reportage. Les 2 soldats soupçonnés de pédophilie sur des enfants au Burkina ont été rapatriés en France pour répondre de leurs actes et y être jugés. Ils ont été mis en garde à vue et devaient y passer la nuit de jeudi à vendredi. Transportés par avion de ligne à Paris, ils sont depuis interrogés dans les locaux de la gendarmerie selon des sources officielles. Leur garde à vue intervient dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte mardi par le parquet de Paris pour agression sexuelle sur mineurs après un signalement du ministère de la Défense. Nous l'avons appris avec stupéfaction et surtout avec indignation et colère parce que assurément il s'agit là d'un acte extrêmement grave, d'un acte abominable que nous condamnons avec la dernière énergie. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ça se produit en Afrique. Il y a déjà 2 mois de cela, en Centrafrique, les mêmes actes ont été posés par les mêmes acteurs, à savoir des soldats français. Et je pense que trop c'est trop, comme on le dit. Il faut que les responsables de nos différents pays prennent leurs responsabilités et puissent faire en sorte que de tels actes ne puissent plus jamais se reproduire au Burkina Faso et nulle part ailleurs en Afrique. Les 2 militaires avaient déjà été entendus mercredi par les gendarmeries françaises et burkinabais à Ouagadougou. Ils sont soupçonnés d'avoir commis dimanche des attouchements sur 2 fillettes franco-burkinabais de 3 et 5 ans dans la piscine d'un hôtel de Ouagadougou. Rappelons que les prévenus étaient déployés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'opération antiterroriste française Barkhane qui compte 3500 soldats sur 5 pays du Sahel, dont 220 au Burkina Faso. Précisons que, contrairement aux événements survenus en Centrafrique, dont la justice n'avait pas été alertée, les faits de Ouagadougou ont aussi été immédiatement signalés aux autorités burkinabées. Le président nigérien Muhammadu Buhari a condamné ce vendredi les dernières attaques de Boko Haram qu'il qualifie d'inhumaines et de barbares. Ces attaques, selon lui, illustrent la nécessité de former une coalition internationale plus efficace contre les insurgés islamistes. La vague d'attaques depuis mercredi soir, qui a fait près de 170 morts, est la plus meurtrière depuis l'investiture du nouveau chef de l'État le 29 mai dernier.
Hommes abattus pendant la prière, fidèles fusillés, adolescentes kamikazes. En plein ramadan, le Nigeria, avec près de 170 personnes tuées par Boko Haram en 36 heures, vit sa pire semaine depuis l'entrée en fonction du nouveau président. La vague d'attaques qui a débuté mercredi soir a touché plusieurs villages de l'état de Borno au nord-est, épicentre de l'insurrection islamiste, désormais affiliée au groupe État islamique. Au moins 29 personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque menée vendredi par des islamistes présumés de Boko Haram sur un village de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria. Ce village situé au sud de Maiduguri, non loin de la frontière avec l'état d'Adamawa, est la 6e localité de l'état de Borno attaquée en 48 heures par le groupe islamiste nigérian. Au total, cette vague de violence a fait près de 200 morts depuis mercredi soir. Investi le 29 mai à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique, le président Muhammadu Buhari a condamné cette nouvelle vague de violence inhumaine et barbare. Selon Buhari, qui a fait de la lutte contre Boko Haram sa priorité, ce bain de sang démontre la nécessité de former une coalition internationale plus efficace contre le groupe armé. Au total, les violences attribuées au groupe islamiste ont fait 429 morts depuis son entrée en fonction. En bref, à présent, au Tchad, un important stock d'armes a été découvert au domicile d'un membre présumé du groupe islamiste nigérian Boko Haram. L'information a été rendue publique par le porte-parole de la police nationale tchadienne. La découverte a été faite lors d'une descente de la police au domicile du terroriste Moussa Oumar, tué par les forces de défense et de sécurité le 29 juin dernier au quartier Guinée-Bord. L'opération a permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur des roquettes, des obus de mortier, des lance-roquettes, des fusils AK-47 et des caisses de munitions de tout calibre enfouies dans un grand trou et couverts par une dalle. Les dirigeants des pays de la communauté est-africaine tenteront une nouvelle fois lundi de dénouer la crise politique burundaise. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Est se retrouveront donc pour la 3e fois dans le cadre de cette crise en Tanzanie. Cette rencontre se tiendra une semaine après des élections boycottées par l'opposition et dont la validité est mise en doute par la communauté internationale. Les images. Un nouveau sommet des États de la communauté est-africaine sur le Burundi se tiendra lundi prochain en Tanzanie. Il s'agira pour les chefs d'État de faire une évaluation de la situation dans le pays depuis leur dernière rencontre du 31 mai. Inquiets du climat de violence peu propice à l'organisation d'élections crédibles, les États est-africains avaient réclamé, comme la quasi-unanimité de la communauté internationale, un report des élections générales burundaises. Mais Bujumbura est resté sourde à ces appels, prétestant d'un risque de vide institutionnel si les élections n'étaient pas organisées très vite. Des législatives et communales ont donc été organisées lundi dernier, des élections qualifiées de mascarade par l'opposition, dont les Burundais attendent toujours les résultats et dont la validité a été mise en doute par les Nations Unies. L'ONU s'est appuyée sur les premières conclusions de sa mission d'observation électorale déployée depuis janvier dans le pays, qui dans un document accablant de 9 pages dépeint un climat de peur, d'intimidation généralisée et de violence qui ont précédé et parfois accompagné le scrutin dans certaines parties du pays, notamment à Bujumbura. Après le Bénin, le président français, accompagné d'une cinquantaine de chefs d'entreprise, s'est rendu en Angola où il s'est attelé à resserrer les liens entre les deux pays. Il s'agit d'une visite essentiellement économique au cours de laquelle des contrats et lettres d'intention de plusieurs centaines de millions d'euros ont été signés. L'Agence française de développement annonce par ailleurs l'ouverture d'un bureau à Luanda et Air France un 3e vol hebdomadaire Paris-Luanda. Il faut préciser que tout juste après, le président français s'est envolé vers Yaoundé au Cameroun. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.